Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je suis né dans une petite ville où tout le monde connaissait la vie des autres. Les secrets ne duraient pas et une seule erreur pouvait rapidement faire le tour de toutes les tables du dîner. Mes bêtises atteignaient souvent mes parents avant même que je ne rentre chez moi, grâce au moulin à rumeurs de la ville. Au fil du temps, notre ville est devenue une banlieue très convoitée, sa proximité avec la grande ville la rendait désirable, faisant grimper en flèche le prix des maisons. Les habitants peinaient à se loger, créant une fracture entre les résidents de longue date et les nouveaux venus à la recherche d'un tremplin provisoire. J'ai épousé mon premier amour, Claire, à 21 ans. Nous étions ensemble depuis notre adolescence et je pensais que notre amour durerait toujours. Mais Claire avait d'autres projets. Notre ville de 12 000 habitants était le genre d'endroit où les nouvelles se répandent vite et où il est impossible de garder un secret. Claire et moi nous sommes rencontrés dans une grande école froide, construite pour les enfants des villages environnants. Les classes surchargées et les professeurs indifférents n'étaient pas l'idéal pour un trublion comme moi. Je n'avais pas d'amis, ma famille ne me comprenait pas et je me sentais terriblement seul, jusqu'à ce que je rencontre CLA. CLA était belle, naturellement athlétique et populaire sans effort. Elle était sympathique et ne se rendait pas compte de son effet sur les autres. Je l'admirais de loin, convaincu qu'elle était hors de ma portée. Un jour, elle est venue me voir en me demandant « Pourquoi tu ne m'as toujours pas invité à sortir ?» À partir de ce moment, nous étions inséparables. Je n'étais pas très beau à l'époque, grand, renfrogné et toujours mêlé à des ennuis. Malgré cela, CLA et moi formions un couple à 15 ans. Ses parents désapprouvaient, se demandant pourquoi leur adorable fille avait choisi un fauteur de troubles. Les miens, en revanche, étaient ravis, espérant qu'elle aurait une influence positive sur moi. Étant le plus jeune de la famille, avec des frères et sœurs beaucoup plus âgés, j'étais encore plus introverti. CLA, elle, était fille unique, adorée de ses parents, ce qui allait plus tard causer des problèmes dans notre mariage. Pourtant, nous croyions que notre amour durerait. Malgré les tentatives de son père pour nous séparer, Claire et moi sommes restés ensemble. Elle m'a encouragé à changer d'attitude et à me concentrer sur mes études. Bien qu'aucun de nous ne visait l'université, elle semblait destinée à travailler pour son père, propriétaire de plusieurs magasins de meubles. À 21 ans, elle en dirigeait déjà un. J'ai quitté l'école à 16 ans pour commencer un apprentissage de mécanicien auto. J'étais doué, particulièrement pour le diagnostic. Quand je suis enfin devenu mécanicien à part entière, j'ai demandé Claire en mariage. Mes parents étaient aux anges, mais son père était furieux. Il m'a presque mis dehors quand j'ai sollicité sa bénédiction. Finalement, la mère de Claire, Gwen, l'a calmé, et nous nous sommes mariés quelques mois plus tard. Il nous a fallu des années pour passer réellement à l'acte. Quand nous l'avons fait, c'était planifié, à 18 ans. J'avais économisé suffisamment pour une chambre d'hôtel loin de la maison, où nous avons passé une nuit romantique. Nous avons partagé un moment passionné, ri, profité de chaque instant. Par la suite, nous saisissions la moindre occasion d'exprimer notre amour, même si rien n'a jamais égalé cette première nuit. Au début de notre mariage, j'étais plus heureux que CLA. J'étais devenu contremaître au travail, et le père de CLA continuait d'augmenter son salaire pour me faire sentir inférieur. Je gérais la plupart des dépenses du foyer, tandis que Claire utilisait ses revenus disponibles pour des objets de luxe. Son père lui a même offert une Type décapotable neuve, probablement pour m'humilier. Malgré tout, CLA était généreuse, m'achetant des cadeaux comme une Rolex et des costumes. J'ai rénové notre cottage pour en faire une maison spacieuse, mais après des vacances en Espagne que Claire a payé, les choses ont changé. Nous y avons rencontré un autre couple de notre âge, et je me suis rapidement lassé de leur vantardise. Quand j'en ai fait part à CLA, elle s'est emportée, m'accusant de manquer d'ambition. J'étais sous le choc, pensant que nous construisions notre vie ensemble, peut-être même une famille un jour. Clairement, je me trompais. Après ce voyage, CLA s'est montrée de plus en plus insatisfaite de notre vie. Elle avait grandi en obtenant tout, immédiatement, sans savoir ce que c'était que d'économiser. Son père n'aidait pas, continuant de lui acheter ce qu'elle désirait. J'avais déjà refusé son offre de nous acheter une maison dans un quartier huppé, voulant que nous en ayons une à portée de mon salaire uniquement. Le salaire plus élevé de Claire et les remarques cinglantes de son père à ce sujet ont créé des tensions. Je me suis mis aux arts martiaux, passant la plupart de mes soirées à m'entraîner, ce qui a creusé un fossé supplémentaire entre nous.
Claire a commencé à sortir avec ses amis célibataires en semaine, tandis que nous réservions nos week-ends pour dîner et danser. Malgré nos vies sociales séparées, la vie à la maison semblait correcte, nous rions, discutions et avions toujours une intimité physique. Je n'ai jamais soupçonné que notre mariage était en réel danger, jusqu'au jour où tout a basculé. Un matin, je suis passé à la maison pour prendre la voiture d'un client et vérifier le courrier. J'ai remarqué que le voyant du répondeur clignotait et j'ai appuyé distraitement sur « Lecture ». La voix de ma femme est apparue, parlant à un homme dont je ne reconnaissais pas la voix. Ils flirtaient, parlaient de leurs moments ensemble et se moquaient de moi. Mon cœur s'est serré. J'ai réécouté, espérant une mauvaise blague. Mais ce n'en était pas une. Claire me trompait. J'ai appelé mon travail, annulé mes projets et suis resté à la maison pour l'attendre. Quand elle est entrée, j'ai tout de suite abordé le sujet. Elle a fait l'innocente, mais j'ai appuyé sur « Lecture » pour qu'elle entende son message. Ses épaules se sont affaissées. « Oh merde !» a-t-elle lâché, avant de partir en trombe, me laissant sous le choc et en colère. Je n'ai jamais revu CLA. J'ai essayé de la contacter, mais son père m'en a empêché. « Tu ne fais plus partie de la vie de ma fille, reste loin de ma famille. » Finalement, j'ai reçu une injonction restrictive, sous prétexte qu'ils craignaient pour leur sécurité. C'était absurde. Je n'avais aucune intention de faire du mal à qui que ce soit, je voulais juste comprendre pourquoi elle était partie. J'ai pris 2 semaines de congé, passant la majeure partie de ce temps à la maison, à boire et à essayer de donner un sens à tout ça. Vers la fin de mon isolement, la sonnette a retenti. Espérant que ce soit CLA, j'ai ouvert la porte, c'était Gwen. « Oh mon Dieu, John, regarde-toi » s'est-elle exclamée, bouleversée. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Et où est ma femme » ai-je répliqué, sèchement. Gwen s'est assise, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolé, John. Elle veut divorcer, elle est partie en vacances je ne sais où. Ce n'est pas ta faute. » « Je ne comprends pas » ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. Peut-être que si j'avais été plus ferme avec elle quand elle grandissait, elle aurait réalisé ce qu'elle avait avec toi. Gwen a soupiré. « C'est parce que je ne lui ai pas tout donné » ai-je demandé, frustré. « Elle est juste stupide » a répondu Gwen, m'étonnant. J'ai esquissé un petit rire. « Pas besoin de jurer. »« La ferme » a-t-elle répliqué en riant. « Allez, va prendre une douche pendant que je nettoie ce bazar. » J'ai obéi, restant sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle devienne froide. 1 heure plus tard, je suis revenu dans la cuisine, un peu plus sobre mais avec un affreux mal de tête. Gwen m'a tendu un café. « As-tu mangé » a-t-elle demandé. « Je ne crois pas. »« Idiot » a-t-elle grommelé. « Assieds-toi, je vais te préparer quelque chose. » J'ai siroté le café et, bientôt, je me suis senti nauséeux. J'ai foncé aux toilettes. En revenant, Gwen avait préparé une soupe au poulet. « Tu penses pouvoir la garder » a-t-elle demandé. « Je vais essayer » ai-je répondu. Avant de partir, elle m'a dit de lui rendre visite le lendemain pour un vrai repas. Le lendemain, je me suis garé dans l'allée de mes beaux-parents. Gwen a ouvert avant même que je ne frappe, me faisant entrer. Elle portait une tenue plus moulante et révélatrice que d'habitude, et semblait nerveuse, jouant avec ses cheveux. « J'ai écouté le message hier » a-t-elle dit doucement. « Je suis vraiment désolé, John. Je ne comprends pas comment elle a pu te faire ça. » Embarrassé, j'ai baissé les yeux. Je pensais qu'elle était heureuse. « Moi aussi » a répondu Gwen, l'air rempli de regret. Son langage m'a étonné, je n'avais pas l'habitude de l'entendre jurer. « Oups, pardon. Je ne devrais pas parler comme ça, mais elle me met tellement en colère » a-t-elle ajouté en rougissant. Nous avons ri, détendant un peu l'atmosphère. J'ai alors remarqué ses cuisses dénudées, voyant à quel point elle ressemblait à une version plus âgée de CLA. Elle m'a surpris en me demandant. « Ça te plaît, ce que tu vois, John ? Ce sont les vêtements de Claire. Je me suis dit que tu aimerais peut-être les revoir. » Gwen. Ai-je commencé, choqué par ce nouveau visage d'elle. D'une voix tremblante, elle a poursuivi. « S'il te plaît, ne me repousse pas. Je sais que je ne suis plus aussi jeune que ma fille, mais je te désire depuis le jour où je t'ai rencontré. » Maintenant qu'elle est partie, je me demandais. Oh mon Dieu, Gwen, je n'avais aucune idée. Je n'ai jamais ressenti ça pour toi. Son visage a trahi une déception,
mais elle a vite retrouvé le sourire. On dirait que maintenant, si, a-t-elle plaisanté en jetant un coup d'œil vers mon entrejambe. Mortifié, j'ai attrapé un magazine pour me couvrir. Prenons de l'assurance, elle a dit doucement. On peut oublier tout ça et manger, ou aller à l'étage, prendre notre revanche, et manger ensuite. Mon silence est passé pour un accord. Elle s'est levée, a pris ma main et m'a embrassé. Ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas eu de sexe, et mon corps a réagi malgré moi. Elle m'a conduit dans la chambre conjugale, déjà préparée avec des bougies vacillantes, des draps de satin et une chaleur rassurante. Cet après-midi-là, j'ai pris ma revanche à 3 reprises. Tu sais que tu n'es que la deuxième femme avec qui j'ai couché, hein, ai-je lancé, assis sur le lit, les genoux repliés contre ma poitrine. Vraiment? Je pensais que tu en avais connu d'autres avant Claire, a répondu Gwen en me rejoignant. Nous étions tous les deux vierges, ai-je dit, les yeux rivés sur la photo de Claire sur la table de chevet. Je n'arrive pas à croire qu'elle pense pouvoir trouver mieux ailleurs. Elle a de la chance de ne pas être mariée à son père. Il est nul au lit, s'est esclaffé Gwen, me donnant une petite tape sur l'épaule. Nous avons pris une douche ensemble, puis nous nous sommes rhabillés. J'ai faim, ai-je dit en lorgnant les sandwichs qu'elle avait préparés. Tu vas devoir prendre quelque chose à emporter. Frank pourra manger ça. Après tout, tu viens de lui prendre sa femme tout l'après-midi, autant qu'il est ton déjeuner, a plaisanté Gwen en me poussant vers la porte, m'embrassant une dernière fois. Notre aventure a duré des mois, le temps que je digère mon mariage raté. Nous nous retrouvions dès que possible, surtout chez elle, dans le lit conjugal. Suivant le conseil de mon père, j'ai engagé son ami avocat pour le divorce. Elle a réclamé une pension alimentaire et la moitié de nos biens. Mon avocat a découvert que l'entreprise de son père lui versait bien moins que je ne le pensais, et qu'elle n'avait aucune économie. Même sa voiture était en leasing. Elle exigeait aussi la vente de la maison pour un partage 50-50e, alors que j'avais financé toutes les rénovations et dépenses. Mon avocat a tenté de réduire le montant de l'accord. Nous avons contre-attaqué pour adultère, mais son avocat a soutenu que je l'avais poussé à cela par cruauté mentale. Le juge a eu des doutes, mais au final, j'ai dû vendre la maison et payer ses frais d'avocat, même si j'ai évité la pension alimentaire. Il ne me restait que quelques milliers en poche, et plus de logement. Quelques mois plus tard, j'ai déménagé en ville, dans un petit F2. Mon aventure avec Gwen a continué. Elle venait me voir en prétextant du shopping pour passer l'après-midi et la soirée au lit. Je n'ai pas revu CLA depuis le divorce. Elle avait emménagé en ville, dans un pantouse payé avec sa part du divorce et l'aide de son père. D'après Gwen, CLA avait coupé les ponts avec elle. Elle s'était disputée, Claire prenant le parti de son père, tandis que Gwen me défendait. Finalement, Claire a dit à sa mère de se mêler de ses affaires. L'ambiance était devenue irrespirable quand CLA rendait visite à ses parents, alors elle a arrêté de venir. Son père passait la voir dans son appartement. Gwen, lassée de se disputer au sujet de CLA, a décidé de ne plus prêter attention aux infos que son mari partageait. Gwen et moi avions un accord tacite, ne jamais parler de mon ex-femme. Cela m'arrangeait, je nourrissais beaucoup de ressentiment envers CLA. Elle avait menti pendant notre divorce, trahi mon amour et ignoré tout ce qui concernait notre vie commune. Le plus douloureux était le mépris qu'elle m'avait montré à la sortie du tribunal, 10 ans de relation, réduit à néant pour elle. Plus tard, un ami m'a appris que, des mois avant notre séparation, Claire fréquentait un club réputé pour les aventures éphémères de femmes mariées. On l'y voyait avec plusieurs hommes. Vers la fin de notre mariage, elle sortait souvent avec un type plus âgé, tapa accent grave l'œil, et à la réputation douteuse. Ma colère et mon sentiment de trahison n'en furent que renforcés. Je me demandais ce qu'elle cherchait, que je ne pouvais lui offrir. L'été suivant, mes collègues m'ont convaincu de participer à une tournée des pubs pour fêter les 21 ans de l'un d'entre eux. Ils prévoyaient finir la soirée en boîte, mais j'ai préféré rentrer, prétextant ne pas avoir besoin de draguer puisqu'une femme m'attendait. À ma grande surprise, j'ai passé une bonne soirée. Alors que mes collègues se dirigeaient en boîte, j'ai quitté le groupe, ignorant leurs plaisanteries sur mon côté « vieil homme ». En route pour m'acheter un kebab, la portière d'une voiture s'est soudain ouverte, me heurtant la hanche. « Oups, désolé, vieux », ai-je dit. « Regarde où tu vas, abruti », a répliqué l'autre en descendant de la voiture, prêt à en découdre. « C'est ma faute, pas de souci », ai-je répondu, tentant d'éviter les ennuis.
Laisse tomber, Karl. C'est toujours un idiot, a lancé une voix familière. C'était CLA, assise dans une Bentley. Tu le connais, a demandé Karl. Ouais, c'est mon ex-mari, a répondu Claire, avec un dégoût évident. Vraiment? Il est temps de lui donner une leçon, a ricané Karl en me poussant. Mes réflexes d'arts martiaux ont pris le dessus. Je l'ai repoussé contre la voiture, il a poussé un grognement en s'effondrant. Alors, pour la leçon, c'est raté, ai-je marmonné en partant. Salaud, a hurlé Claire en se précipitant vers Karl. J'ai poursuivi ma route, jurant entre mes dents. J'ai hélé un taxi et suis rentré, m'écroulant sur mon lit, tout habillé. Le lendemain matin, un bruit fort m'a réveillé. J'ai ouvert la porte et suis tombé sur la police. John Grant, a demandé un officier en civil. Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour la liquidation de Carl Simpson. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. La liquidation? Quoi, ai-je balbutié, stupéfait. Les agents m'ont menotté et emmené au poste, où j'ai été officiellement accusé d'homicide involontaire. Dans la cellule, j'ai repassé la scène dans ma tête. Karl, CLA. Je ne l'avais même pas frappé, alors comment avait-il pu mourir? La police voulait me faire avouer, mais j'ai exigé un avocat commis d'office. Après 1 heure, il est revenu, l'air sombre. Karl s'est cogné la tête sur la portière. Hémorragie cérébrale fatale, il est mort avant qu'on puisse l'aider. Je l'ai seulement poussé, me suis-je défendu. Ce n'est pas ce que la police a entendu, a-t-il répliqué. Il y a un témoin qui dit que c'est toi qui as commencé. Qui ça, ai-je demandé, incrédule. Sa compagne, la femme qui était avec lui. Il m'a dévisagé. Elle ment? Évidemment. C'est mon ex-femme. Elle ment toujours sur moi. Oh mon Dieu, a-t-il murmuré. J'ai compris quelle était la cause de ce cauchemar. J'ai vomi sous le choc. J'ai reçu plus tard une lettre de Gwen, elle voulait divorcer de son mari, ne supportant plus ni lui ni leur fille. Elle était allée à la police pour contredire le témoignage de CLA, affirmant que je n'étais pas viol, mais on n'a pas tenu compte de sa déposition. Elle se sentait honteuse, non pas de moi, mais de sa propre famille, et s'excusait de ne pas venir me voir en prison, disant qu'elle ne supportait pas de me voir enfermé. Cette lettre m'a brisé le cœur. Au procès, CLA a menti, prétendant qu'elle m'avait toujours craint pour ma prétendue violence, raison pour laquelle elle m'avait quitté. Elle a omis ses aventures, dépeignant Karl comme un ange innocent. Mon avocat m'a défendu, mais le jury l'a cru. J'ai été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le juge, influencé par son témoignage, a comparé mes compétences en arts martiaux à une arme mortelle, et m'a condamné à 20 à 30 ans, avec une peine incompressible de 20 ans. Ma famille était en larmes. CLA me foudroyait du regard alors qu'on m'emmenait. À cet instant, j'ai compris qu'il ne restait plus rien de l'amour que j'avais pour elle, seule la rancœur demeurait. À mon arrivée en prison de haute sécurité, j'étais terrifié, n'y ayant jamais mis les pieds. Je redoutais ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai rencontré mon compagnon de cellule, Archie Squire, un faussaire de talent, condamné à 8 ans pour vente d'art contrefait. Malgré sa petite taille et son allure délicate, il était d'une grande gentillesse et est vite devenu mon meilleur ami. Un jour, je suis entré dans notre cellule et je l'ai trouvé menacé par un caïd qui voulait des cigarettes. Je suis intervenu, clarifiant que ce genre de comportement ne passerait pas. Un coup rapide dans l'entrejambe a suffi. Dès lors, Archie m'a soutenu en m'apprenant à survivre en prison. La prison n'était jamais silencieuse. Les nuits étaient rythmées par des quintes de toux, des pleurs et le bruit des clés des gardiens. Je dormais mal durant les premières semaines, revivant sans cesse l'effondrement de ma vie. Archie restait éveillé avec moi, pour me distraire. Je lui ai confié mon histoire, qu'il a crue. En retour, il m'a livré la sienne. Archie, orphelin, avait été baptisé du nom de l'homme qu'il avait trouvé bébé. Son enfance avait été marquée par des foyers successifs, et il ignorait sa date de naissance, il avait choisi le 21 juin, le jour le plus long, pour être sûr de bien le fêter. C'est grâce à lui que j'ai finalement pu dormir. Il m'a aussi averti que la bande de Carl Simpson préparait une attaque contre moi, par vengeance pour sa mort. Qu'il s'agisse d'amour ou d'avidité liant Claire à Carl, leurs complices me haïssaient. Archie m'a conseillé, quand ils t'attaqueront, défends-toi. C'est toi ou eux.
Quelques semaines après mon incarcération, 3 hommes m'ont coincé à la sortie des douches. 2 faisaient ma taille, 1,93 m, et le troisième, plus petit, était armé d'un couteau artisanal. Aucun garde à l'horizon. L'adrénaline est montée. Ils m'ont encerclé en proférant des menaces, assurant qu'ils allaient me découper. Mais j'avais un avantage, ils ignoraient mes compétences en arts martiaux, et je me battais pour ma vie. Les paroles d'Archie ont résonné en moi, c'est toi ou eux. J'ai frappé le premier à droite, lui déboîtant le genou d'un coup de pied. Un coup circulaire à gauche a brisé le nez du deuxième. Le troisième, armé, hésitait. Je lui ai asséné un coup de pied retourné à la tête, le mettant à genoux. J'aurais pu partir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai saisi sa nuque et l'ai brisée, sous l'emprise de la colère et du désespoir. Son corps est retombé, inerte. J'ai lancé aux 2 autres, encore à terre, dites à celui qui vous envoie de venir me voir lui-même s'il veut en finir. Puis je suis retourné dans ma cellule. En prison, dénoncer est le pire des honneurs. Les gardiens ont découvert les 3 hommes, mais ils ont affirmé avoir glissé dans la douche. Les rumeurs ont circulé. Archie, qui connaissait la vérité, n'a rien dit. Cet incident m'a valu à la fois crainte et respect de la part des détenus. Une enquête a été ouverte, mais les agresseurs ont tenu leur version. L'affaire a été classée. À l'intérieur, la dynamique de pouvoir a changé. Le vrai patron du pénitencier était Billy McVeigh, un gangster impitoyable qui contrôlait le trafic clandestin. Il purgeait une peine à perpétuité pour plusieurs homicides, sans libération conditionnelle avant 30 ans. Il était craint et respecté de tous. « Tu veux juste purger ta peine tranquille ?» m'a-t-il demandé en fumant un cigare. « Oui, si possible », ai-je répondu. « Pas possible, John. Si tu refuses de travailler pour moi, ta famille en subira les conséquences. Je sais où ils vivent. Tu sais te défendre, mais il faut bien dormir un jour. Tu as compris ? » Sa menace était claire. Refuser revenait à condamner ma famille. J'étais déjà en colère contre lui, contre Claire et contre moi-même. J'avais déjà tué 2 hommes. Je n'étais plus innocent. Je n'avais aucune raison de refuser. Bloqué ici pour 20 ans, je pouvais aussi bien profiter des avantages. J'ai serré sa main. J'ai compris, monsieur McVeigh. Vous avez un nouvel employé. Bien. Retourne à ta cellule. Tes compétences ne nous serviront pas souvent. Il avait raison. Les rumeurs de mon combat avaient gonflé jusqu'à me donner une aura presque légendaire. Sur suggestion de McVeigh, je me suis mis à m'entraîner dans la cour pour entretenir mon image de « machine à tuer ». Après la sortie du film L'Arme fatale, les détenus m'ont surnommé « Rig ». J'ai appris que mes agresseurs étaient liés au gang de Carl Simpson. Dès qu'ils ont su que je travaillais pour Billy, ils m'ont laissé en paix. Travailler pour McVeigh me procurait divers privilèges, les gardiens m'évitaient, les détenus me craignaient, et je mangeais mieux. J'avais même accès à du papier toilette de meilleure qualité. Comme beaucoup de prisonniers purgeant de longues peines, je faisais face au manque de sexe. Archie se moquait de moi, me traitant de « vieille femme frustrée ». Billy avait sa solution, la secrétaire du directeur, Christine, manquait de sexe et était payée par Billy pour s'occuper de certains détenus. Une fois par mois, j'étais appelé au bureau du directeur, où Christine m'attendait pour assouvir ses envies. Les années ont passé, et Archie a fini par purger sa peine. Il m'a promis de rester en contact, et il a tenu parole, il m'a écrit chaque semaine et appelé tous les mois. J'ai ensuite obtenu une cellule individuelle, mais je souffrais de la solitude. Archie me manquait terriblement. Être en prison a détruit ma famille. Mon père est mort d'une crise cardiaque 2 ans après mon incarcération, et ma mère est décédée moins d'1 an plus tard, de chagrin, selon ma sœur. Mes nièces et neveux ont coupé les ponts, me tenant pour responsable de la fin de vie de leurs grands-parents. Quand j'ai finalement obtenu une libération conditionnelle, 20 ans plus tard, je n'avais plus vraiment de famille. Une de mes sœurs était morte, et l'autre ne me parlait plus. J'approchais la 50aine, sans attache ni foyer. C'est là qu'Archie est intervenu. Il m'attendait à la sortie, m'a emmené dans un hôtel de luxe où 2 sublimes escortes m'attendaient, devenant ainsi les 4e et 5e femmes avec qui j'ai couché. Elles ont épuisé toute mon énergie accumulée pendant ces années. 2 jours plus tard, elles sont parties, et j'ai interrogé Archie. « Comment peux-tu te payer tout ça ?
Je croyais que tu étais sorti de l'illégalité. Il a ri. Pas tout à fait. Je me suis mis à peindre, et les gens achètent mes toiles. Super. Mais à ce point? Archie a simplement souri. Tu n'as rien remarqué, hein, a-t-il pouffé. Le maître d'hôtel est alors venu nous demander si tout nous convenait, et Archie lui a donné un généreux pourboire. Peu après, une jeune fille timide a demandé un autographe. Archie a esquissé son visage sur une serviette, a signé et lui a offert, la rendant folle de joie. Dans le salon, je l'ai regardé, perplexe. Je crois que j'ai raté un épisode. Tu crois, a-t-il souri. Laisse-moi t'expliquer. Il a commencé son récit, après sa sortie de prison, il avait utilisé son talent artistique pour peindre légalement, vendant ses œuvres sur un marché local. L'une de ses peintures a attiré l'attention de la fille d'un critique d'art, qui a rédigé un article élogieux. Sa notoriété a explosé. Et tu es devenu riche, ai-je demandé. Mon dernier tableau s'est vendu 350 000 $, a-t-il répondu en riant, avant de nous servir davantage de cognac. Le lendemain matin, j'ai émergé avec une migraine atroce. Pendant que je titubais, Archie, déjà habillé, sirotait un café, ne semblant pas affecté par la soirée précédente. Comment fais-tu pour être aussi frais, ai-je grogné. L'habitude, a-t-il ri. Va prendre une douche, on a du pain sur la planche. Nous sommes allés faire du shopping, Archie m'achetant une garde-robe hors de prix. Quand j'ai protesté, il a tranché. Je te dois tout, maintenant profite et tais-toi. Plus tard, nous nous sommes arrêtés dans un pub de campagne. Après le déjeuner, Archie m'a dit. Il faut discuter de ton avenir. Quel avenir, ai-je répliqué, amer. Je frôle les 50 ans, je suis un meurtrier condamné, sans compétence ni toi. Justement. Tu pourrais bosser pour MCV à Londres, mais tu vaux mieux que ça. Moi, j'ai besoin d'un assistant personnel. Travaille avec moi. Et comment? Je ne peux pas quitter le pays sous liberté conditionnelle, et la proposition de Billy ressemble davantage à un ordre. Tout est réglé, a-t-il assuré, sortant un passeport usé de sa poche et le posant sur la table. Je l'ai ouvert, découvrant ma photo, légèrement différente, cheveux plus courts, bouc. Comment as-tu eu ça? Disons que j'aime garder la main. Il a ri. Tu as vu le nom? Très drôle, ai-je soupiré, notant qu'il jubilait. Je vais aux toilettes, a-t-il annoncé. J'ai regardé ce passeport factice, parfaitement imité, réalisé par un faussaire de génie. Il représentait ma chance de quitter l'Angleterre, de reconstruire ma vie. Quand Archie est revenu, j'ai décidé. Et puis merde, allons-y. Archie m'a serré dans ses bras, fou de joie. Quelques semaines plus tard, nous étions dans la somptueuse villa d'Archie à Majorque. Une magnifique demeure de 4 chambres avec une grande piscine. La vie était douce. Je bronzais, j'ai laissé pousser un bouc et me suis coupé les cheveux pour coller à la photo du passeport. Je m'entraînais, nageant tous les matins et courant dans les collines. Je n'avais jamais été aussi en forme. Archie voyageait souvent pour son travail, me laissant seul. J'hésitais toujours à utiliser le faux passeport. Archie entretenait une discrétion totale, peu de gens savaient qu'il vivait là, et il s'était mis la population locale dans la poche grâce à sa générosité et son espagnol impeccable. Quand il rentrait, il ramenait souvent une belle conquête. Les nuits étaient bruyantes, et je savais qu'il s'amusait à me faire entendre ses ébats. Un matin, je suis sorti de la piscine et j'ai vu une superbe blonde en sortir également. Rien d'inhabituel, à part que je l'ai reconnue, une pop star célèbre. Elle m'a salué d'un « Buenos dias » avant de passer, ruisselante, une serviette sur les épaules. Referme la bouche, tu baves, a ricané Archie derrière son journal. C'était pas, ai-je balbutié. Probablement, a-t-il répondu en souriant. Et elle est nue. Oui, je vois ça. On ne veut pas de marque de bronzage, quand on est mannequin, a-t-il expliqué, la voix amusée. Dans la villa, nous avions aussi Maria et son mari, José Alberto, la soixantaine. Maria cuisinait et faisait le ménage, tandis que José s'occupait du jardin et de la piscine. Un couple adorable. Quand j'étais seul, je nageais souvent nu le matin, plus simple pour sécher et m'habiller. Parfois, je dormais même dehors, heureux d'oublier le bruit et l'horreur de la prison. Un jour, en sortant de la piscine, j'ai vu Maria à la porte-fenêtre, hilar en me voyant nu.
Gêné, j'ai attrapé une serviette. Elle a souri. Sonore Juan, si je n'étais pas une bonne catholique. Caramba. Et si je n'aimais pas autant votre mari, ai-je plaisanté. Elle a gloussé. Peut-être qu'il vous faut un peu d'attention, Sonore Juan. Il est temps de vous trouver quelqu'un. Elle avait raison. Il s'était écoulé presque 2 mois depuis ma dernière relation. À bientôt 50 ans, je manquais cruellement d'expérience. Seulement Claire, sa mère, Christine, et les 2 escortes. Aucune idée de comment aborder une femme normalement. Un soir, je m'en suis ouvert à Archie, au bord de la piscine. Il te faut un job, a-t-il déclaré. Je sais, mais où? Je sais où il y a de belles filles et où tu pourras t'entraîner à leur parler. Suis-moi. Il m'a emmené dans un restaurant qu'on aimait, mais au lieu d'aller dans la salle à manger, il est allé directement au pub attenant, qui débordait de monde, surtout des femmes. Tu vas travailler ici, a-t-il dit avant de commander 2 brandy. Ça a l'air sympa, mais je ne sais pas servir au bar. Giorgio, a-t-il appelé. Le patron est arrivé, a chaleureusement salué Archie. Voici mon ami John, a dit Archie. Il aimerait bosser ici. Bien sûr. Tout ami d'Archie est le bienvenu. Attends, tu es le propriétaire, ai-je demandé, surpris. Oui, parmi d'autres trucs, a-t-il ri, désignant les photos de célébrités avec lui et Giorgio accrochés au mur. J'ai commencé à travailler au bar, et c'était une idée géniale. L'endroit était plein de femmes superbes, surtout en été, quand de riches touristes jetaient l'ancre de leur yacht et venaient se détendre ici. Un soir, j'ai timidement proposé à un groupe de filles. Ça vous dirait de passer à la villa? On a assez de place et on s'occupera du petit déjeuner demain. Elles ont plaisanté, puis accepté. En taxi, j'étais nerveux, pas tant parce que j'allais peut-être coucher avec 4 femmes, mais parce que j'étais fasciné par Josie, l'une d'elles, et j'espérais la mettre à part du groupe. À la villa, les 3 plus jeunes ont immédiatement sauté dans la piscine illuminée, riant et éclaboussant joyeusement. Josie et moi sommes restés à l'écart. Elle m'a vu mal à l'aise en ajustant mon pantalon. Désolé, ai-je murmuré, honteux. Pas du tout, a-t-elle ri. J'aurais été déçu si ça ne t'était pas arrivé. Elle m'a fait un clin d'œil. Je l'ai embrassée, goûtant le vin sur ses lèvres. Je me suis senti vaciller. Elle s'est retirée. Ça n'arrivera pas ce soir, pas lors de notre premier rendez-vous, a-t-elle chuchoté, espiègle. Donc, c'est un premier rendez-vous, ai-je lancé, soulagé. J'espère bien, John, a-t-elle répondu avec un sourire qui m'a chaviré. Les 3 autres continuaient de s'amuser bruyamment dans l'eau, nous invitant à les rejoindre, mais Josie a refusé. Pas question de me faire comparer à leur corps de déesse. Elle a serré ma main. Je ne veux pas qu'elle te tente avant que j'aie eu ma chance. Elles ont fini par sortir et rentrer dans la villa, nous laissant seuls. Je n'avais Dieu que pour Josie. Nous avons discuté pendant des heures. Elle m'a raconté son mariage avec un guitariste, son envie de fonder une famille brisée par son infidélité. Cette épreuve lui avait laissé des cicatrices. Je lui ai parlé de mon passé, de mon ex et de ma détention injuste, en omettant les détails les plus sombres, le meurtre en légitime défense, mon service pour le compte de Billy. Elle ignorait mon âge, je ne connaissais pas le sien, mais nous nous sommes rapprochés. À l'aube, nous nous sommes endormis, blottis l'un contre l'autre sur des transats. À mon réveil, les vêtements éparpillés autour de la piscine m'ont confirmé que ce n'était pas un rêve. J'ai suivi des rires jusqu'à la cuisine. Josie y préparait le petit déjeuner avec Maria, comme si elles étaient amies depuis toujours. Vêtue d'un de mes t-shirts, elle m'a accueilli avec un grand sourire et un baiser. Bonjour, mon beau, a-t-elle plaisanté en remarquant mon érection matinale. Maria a ricané. Peut-être une douche froide avant de manger? Josie est restée plusieurs semaines. Les plus jeunes filles venaient profiter de la piscine, parfois. Josie, elle, gardait son bikini, ce qui était à la fois charmant et frustrant. Archie, de retour, peignait les filles, capturant leur beauté sans tout dévoiler. Josie a refusé de poser nue. Il a donc réalisé un portrait de son visage, saisissant parfaitement sa chaleur et son mystère. Malgré nos sentiments, Josie et moi avons pris notre temps. J'ai cessé de draguer, n'ayant Dieu que pour elle. Un jour, c'est elle qui a pris l'initiative, elle est arrivée seule au bar, un petit sac à la main, et m'a murmuré. Je suis là pour une semaine,
toute seule. J'espère que notre lit est prêt. J'ai hurlé à Giorgio. Je reviens dans une semaine. Tout le monde a ri. Nous sommes rentrés à la villa, et en 15 minutes, nous nous sommes jetés dans mon lit. Puis je me suis figé. Mince, je n'ai pas de préservatif. On en a besoin? Tu penses que je suis trop vieille pour tomber enceinte ou pas? A-t-elle répliqué en riant. Tu prends la pilule? Elle a éclaté de rire. John, quel âge me donnes-tu? Mes jours de fertilité sont derrière moi. Elle m'a avoué avoir 53 ans, ce qui m'a surpris. Elle en paraissait 10 de moins. Ça m'arrange, ai-je plaisanté en l'embrassant. Cette semaine fut magique. Nous avons fait l'amour, discuté, nagé, beaucoup ri, souvent nus, sauf quand Maria était là. Le dernier jour, Josie a dû repartir sur son bateau de croisière, et Archie revenait, mettant fin à notre petit paradis. Nous avons fait l'amour une dernière fois. Viens avec moi, John, a-t-elle murmuré. Je viens de le faire, ai-je plaisanté, la faisant rire. Sérieusement, a-t-elle insisté. Travaille sur le bateau avec moi. Tu pourrais gérer le bar, et on serait ensemble tous les soirs. Je ne sais pas si je peux, ai-je avoué. Son sourire a fané. Pourquoi pas? Tu ne m'aimes pas, a-t-elle répliqué, piquée au vif. Bien sûr que je t'aime, mais j'ai un faux passeport. Si on le découvre, je retourne en prison pour violation de ma liberté conditionnelle. Tu te fais trop de bile, a-t-elle dit. Si Archie est un génie, tout ira bien. J'ai réfléchi pendant 3 semaines, en pesant le pour et le contre avec Archie. Finalement, Archie a posé la question qui tue. Tu préfères risquer 30 ans de bonheur ou 10 ans de prison? Le choix était vite fait. J'avais déjà perdu 20 ans. Je n'allais pas sacrifier le reste pour naître avec Josie qu'en coup de vent. J'ai accepté et ai même prévu de la demander en mariage. Quand j'ai informé Archie, il a ri mais a promis de me le rappeler si j'hésitais. Étonnamment, je ne l'ai pas oublié. Le lendemain, j'ai cherché une bague à Palma, refusant qu'Archie la paie. J'ai trouvé un petit modèle à mon budget. Quand je l'ai offerte à Josie, elle m'a couvert de baisers et a fondu en larmes de joie. Archie, Maria, Giorgio et le personnel du bar ont surgi avec du champagne pour fêter ça. Et si elle avait dit non, ai-je demandé à Archie. J'aurais pris encore plus de champagne, pour noyer tes larmes, a-t-il ri. Nous n'avions pas beaucoup de famille, donc pas besoin d'une longue période de fiançailles. L'avocat d'Archie à Palma s'est occupé des papiers, me créant une nouvelle identité de citoyen anglais, célibataire, qui a passé tous les contrôles. Josie a géré les robes des demoiselles d'honneur, Archie et moi avons choisi nos costumes. Nous nous sommes mariés un jour ensoleillé, fin octobre. Josie était sublime dans une robe de soie crème, qui soulignait son bronzage. Elle rayonnait, faisant tournoyer ses jupons durant la cérémonie, communiquant sa joie à tous. Ces demoiselles d'honneur, vêtues de cramoisi, étaient aussi de sublimes danseuses, attirant tous les regards. Je n'avais Dieu que pour ma magnifique épouse. La réception a eu lieu au bar. Giorgio et Maria ont fourni la nourriture et les boissons, gracieusement offertes par Archie, mon témoin. Son discours a été drôle et touchant, et il nous a offert pour cadeau de mariage un safari de 2 semaines au Kenya. Josie a crié de bonheur. J'ai aussi rencontré Félix, mon futur patron sur le bateau. La cinquantaine, grand, les cheveux noirs striés de gris, il était très affectueux envers Josie, mais clairement inoffensif, avec un côté théâtral. Après la fête, nous avons passé la nuit dans le plus grand hôtel de l'île, offert par Archie. Josie, déshabillée, m'a offert notre premier ébat en tant que mari et femme. C'était différent, plus intense émotionnellement. Nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre, déjà impatients pour notre lune de miel. Les mois suivants ont été idylliques. Notre voyage de noces au Kenya fut inoubliable, des journées en safari et des nuits à faire l'amour. De retour à la villa, Archie nous laissait la chambre principale, tandis que Maria et José Alberto veillaient à tout. Josie était ravie de jouer les « femmes au foyer », cuisinant avec Maria. Les demoiselles d'honneur passaient parfois, moins souvent qu'en été. Noël est arrivé, nous l'avons fêté à la villa. Mon 50e anniversaire en février a été célébré de la même façon. En avril, nous avons préparé notre départ pour travailler sur le bateau. Pour moi, c'était l'occasion de voyager, de découvrir l'Italie, la mer. Nous travaillions le soir,
profitant de nos journées pour explorer les escales. Josie adorait monter sur scène, et j'étais fier de l'avoir acclamée. Au bout de quelques années, nous avions trouvé notre rythme, embarquement pour 3 à 4 semaines l'été, parfois plus longtemps l'hiver, manquant alors les fêtes de fin d'année. Une fois, Archie est même venu passer Noël sur le navire, se mêlant à tout le monde avec sa facilité habituelle. Cette vie me convenait parfaitement, j'étais responsable du bar, la Sky Lounge, au dernier pont du bateau, offrant une vue panoramique sur la mer, tandis que Josie chantait. Son public l'adorait, toujours à réclamer des rappels. Puis, le 14 décembre 1998, tout a changé. Alors que nous regardions les nouveaux passagers embarquer, une limousine noire s'est arrêtée. Un homme plus âgé, à moitié chauve, est descendu, suivi d'une femme qui m'a glacé le sang, mon ex-femme, identique à sa mère. Mon cœur s'est emballé en la voyant monter à bord, sûre d'elle. « John, ça ne va pas ?» a demandé Josie, en me secouant le bras. J'ai la nausée, ai-je menti. Je vais aller m'allonger. J'y vais avec toi, tu es pâle. Non, reste ici, s'il te plaît. J'ai couru jusqu'à notre cabine. Que faire si Claire me reconnaissait? Elle risquait de révéler ma véritable identité, je pouvais tout perdre. Ou pire, elle pouvait tout inventer, comme avant. Je ne voulais pas impliquer Josie. C'était mon fardeau. Pendant 4 jours, je suis resté enfermé, ne sortant que pour mon service de nuit. Chaque fois que la porte du bar s'ouvrait, je sursautais. Josie a remarqué mon comportement, j'étais tendu, renfermé, irritable. Elle me demandait souvent ce qui n'allait pas, mais je refusais de répondre, prétendant être souffrant. Nous ne faisions même plus l'amour, ce qui l'inquiétait, sans oser insister. Au 5e jour, j'ai compris que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Si Céella me reconnaissait et me dénonçait, je ferais face. J'avais purgé ma peine, et si je perdais ce travail, eh bien, j'avais survécu à pire. Josie savait l'essentiel de mon histoire, j'espérais qu'elle verrait clair dans les éventuels mensonges de Claire. J'ai repris mon rythme normal, sorti avec Josie, baignade, snorkeling. J'apercevais parfois Céella, mais je l'évitais. Elle semblait toujours avec son mari, à faire des caprices. L'équipage avait d'ailleurs noté qu'il ne laissait aucun pourboire et était désagréable. 2 idiots prétentieux, selon mes collègues. Petit à petit, je me suis apaisé. Ils n'avaient encore jamais mis les pieds dans mon bar, je pouvais donc finir la croisière sans confrontation. Malheureusement, la nuit du réveillon du Nouvel An, le bateau était en fête. Josie ne chantait pas ce soir-là et s'est couchée avant moi. Vers minuit, les festivités se sont calmées, et j'ai renvoyé mon équipe de barmen. Il restait quelques retardataires. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un taper avec insistance sur le comptoir. Prêt à rappeler que le bar était fermé, je me suis figé, c'était elle, Claire. Elle me fixait, hautaine, sans la moindre lueur de reconnaissance. Elle était ivre et m'a commandé la meilleure bouteille de champagne. Troublé, j'ai bafouillé que je la lui apporterais, car le bar était censé être service à table. Elle a agité sa clé de suite, me sommant de mettre ça sur son compte. J'ai failli lui dire que tout était automatiquement facturé, mais je me suis retenu, voulant limiter l'échange. J'ai préparé la bouteille, tremblant de rage et de peur mêlée. Avait-elle oublié mon visage après 10 ans de vie commune et 20 ans de prison à cause d'elle? Je l'ai observée de loin. Elle et son mari sont restés une demi-heure, s'embrassant grossièrement, riant trop fort, se caressant comme des adolescents. Normalement, je les aurais priés d'aller dans leur cabine, mais j'ai préféré les laisser faire. Le bar était presque vide, ça ne dérangeait personne. Ils ont fini par partir. Elle l'a aidé à se lever, a pris la bouteille et ils ont titubé vers la sortie. Mon cœur s'est calmé. Peut-être ne m'avait-elle pas reconnu. 2 jours avant la fin de la croisière, j'ai cru que l'incident était clos. Le lendemain, j'étais plus détendu, j'ai même fait l'amour à Josie plusieurs fois, rattrapant ses jours d'abstinence forcée. Le soir, Claire et son mari sont revenus, sobres cette fois. Ils ont écouté Josie chanter, ont applaudi poliment. J'ai respiré, pensant que tout irait. Mais ils ont commandé 2 bouteilles de vin, se sont enivrés, puis sont repartis en chantant faux dans le couloir. J'ai débarrassé leur table et trouvé un papier chiffonné. Intrigué, je l'ai déplié, et mon sang s'est glacé, je sais qui tu es. La panique m'a saisi. Mon cœur s'est emballé,
j'ai dû m'asseoir. Tout menaçait de s'effondrer. Mes mains tremblaient. Un employé est passé, remarquant mon état. John, ça va? T'as l'air pâle. Ça va, j'ai juste besoin de souffler, ai-je murmuré en fuyant vers l'arrière-boutique, la note à la main. Le téléphone a sonné. J'ai sursauté en décrochant. Sky Lounge, bonsoir. Bonsoir, John. Ça fait un bail. La voix de Claire m'a glacé. Qu'est-ce que tu veux, Claire? Tu ne peux pas me laisser tranquille? Elle a ricané. Je crois que non. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi encore? Ne sois pas agressif, John. Viens dans ma suite dans 1 heure, et tu sauras. Va en enfer, Claire. On a fini tous les deux. Tu viendras, sinon tout le monde saura qu'un boucher condamné se cache parmi l'équipage. Espèce de, t'as pas déjà fait assez de dégâts? On connaît la vérité, John, mais pas les autres. À tout à l'heure. J'ai raccroché, tremblant de rage. J'ai su qu'elle mettrait sa menace à exécution. Je n'avais pas le choix. 1 heure plus tard, j'étais devant la suite présidentielle, luxueuse et isolée, avec balcon privé. Josie et moi y avions fait l'amour parfois, quand elle était inoccupée. J'ai pris une grande inspiration et frappé. La porte s'est entr'ouverte, j'ai entendu la voix de Claire qui m'invitait à entrer. Le salon était vide, mais, par la porte de la chambre, j'ai aperçu son mari affalé sur le lit, pantalon baissé, ronflant. Par ici, John, a murmuré Claire depuis le balcon. Elle était allongée sur une chaise longue, en robe de soie noire, presque nue. Qu'est-ce que tu veux, c'est elle, ai-je lancé. Assieds-toi, a-t-elle souri en poussant une chaise du pied, exhibant sa cuisse. Non. Dis-moi ce que tu attends. Elle a fait glisser sa robe, se retrouvant nue devant moi, un air de prédatrice. Maintenant, j'ai envie de bons ex. Tu as toujours été doué, John. On discutera du reste après. J'étais dégoûté, ne désirant qu'une chose, être loin d'elle. J'aimais Josie, pas cette vipère. J'ai regardé son mari, ivre mort. Ne t'inquiète pas, il ne se réveillera pas avant midi au moins. Et même s'il le faisait, il apprécierait probablement le spectacle d'un vrai homme. La haine a bouillonné en moi. Si elle voulait du sexe, eh bien, elle l'aurait, mais pas comme elle l'espérait. J'ai attrapé ses bras, les collé contre la rambarde du balcon. Pendant quelques minutes, j'ai fait mine de lui donner ce qu'elle voulait, mais sa jouissance m'a horrifié. J'ai su alors ce que je devais faire pour la faire taire définitivement. Je l'ai soulevée par les cheveux, les basculé par-dessus la rambarde. Son cri s'est éteint dans la nuit tandis qu'elle disparaissait dans la mer Noire. Tout est devenu silencieux, hormis le bruit des vagues. J'étais étrangement calme, sans remords, sans regret. Il est vrai qu'enlever une vie devient plus facile à chaque fois. Elle m'avait envoyé en prison 20 ans et tentait encore de détruire mon bonheur. Cela suffisait. Son mari ronflait toujours, inconscient. Il avait de la chance. Je me suis rhabillé, et vérifié que je ne laissais aucune trace. J'ai ramassé 2 boutons de ma chemise tombés par terre et les ai jetés par-dessus bord. J'ai vidé le reste de champagne et essuyé les verres. Puis j'ai quitté la suite pour rejoindre Josie, endormie dans notre cabine. Je suis resté éveillé toute la nuit, écoutant sa respiration, la tête en ébullition. Le lendemain, l'agitation a gagné le navire, un passager était tombé par-dessus bord. Le mari s'était réveillé, découvrant la disparition de sa merveilleuse épouse. Les recherches ont été vaines. Le capitaine a refusé de faire demi-tour en plein océan, jugeant la situation sans espoir. La police a pris nos témoignages à l'arrivée à Palma, puis a conclu à un tragique accident. Personne ne m'a soupçonné. Le mari, effondré, se blâmait d'avoir trop bu, persuadé qu'elle était simplement tombée. Les commérages allaient bon train, certains pensaient qu'il l'avait peut-être poussée, d'autres qu'elle s'était suicidée. Mais seuls moi et elle connaissions la vérité, et elle ne dirait plus rien. Josie et moi avons repris notre vie. Parfois, j'éprouve un léger pincement au cœur en pensant à CLA et à ce que j'ai fait. Mais pas assez pour me hanter. Elle m'avait pris 20 ans de vie et voulait encore tout détruire. Je l'ai empêchée de nuire définitivement. Elle m'a fait devenir ce que je suis, un tueur froid. Alors, qu'elle aille au diable.
Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.